Roméo Bouchard reçoit. Ben, on y est. Ça commence aujourd'hui. Je commence avec une série de rencontres de personnalités liées intimement à la région, à la grande région ici. Et je suis très content de les recevoir parce que j'avais le goût de parler avec ces gens-là, mais j'avais surtout le goût de vous les faire rencontrer, vous autres aussi, parce que c'est des gens, à mon avis, qui ont beaucoup de choses à dire sur notre territoire, notre milieu. Aujourd'hui, je reçois Samuel Saint-Pierre. C'est un jeune cinéaste originaire de la région de Lillette. Alors Samuel, bonjour, puis bienvenue chez moi. Là. On est chanceux, c'est une belle journée, le soleil partout. Tu viens de commencer à publier une série, une web-série de 7 épisodes d'une heure, d'une demi-heure plutôt, qui traite des 7 villages du haut pays derrière Lillette, Lillette-sur-Mer. Étant intitulé ça Territoire de l'âme. Fait que c'est un beau titre. Hein? J'ai envie de commencer par te demander justement qui sont ces territoires de l'âme et qu'est-ce qu'il y a dans ces territoires-là qui t'ont intéressé au point d'entreprendre une série de 7 documentaires sur cette région-là. En fait, à la base, il y a 7 villages dans les Hauts, de ce qu'on appelle les Hauts. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme 7 épisodes. Mais les territoires de l'âme, moi, je les ai définis en fonction des... parce que je me suis inspiré à l'ouverture de la première épisode, il y a une citation de Gaston Miron qui disait pour investir un peuple de ses signes. Dans le documentaire de Simon Beaulieu, Miron passe une tirade et il dit qu'en fait, ce qui définit un peuple, c'est ce qui l'habite intérieurement. Mais ça vient de la territorialité, je pense. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le territoire. Puis moi, je me suis dit, ce qui définit les gens de mon coin, ben, c'est par thématique. Donc, je faisais pas... Oui, il y a 7 épisodes pour 7 villages, mais c'est pas vraiment un épisode par historique des villages. C'est vraiment tous les villages qui sont mélangés par les thématiques. Donc là, je me suis dit, la première, c'est la colonisation. En fait, c'est plus le côté historique de comment les gens ont monté d'un haut pour aller construire leur royaume. Je dis un royaume parce que là, je recite un peu Pierre Perrault là-dedans. Mais après ça, je me suis dit, ensuite, c'est le sirop d'érable, c'est la sériculture, l'agriculture. Là, après, je m'en vais sur l'optique un peu plus du patrimoine, de ce qui arrive des granges. Là, j'ai une réflexion aussi qui va là-dedans. Qu'est-ce qui arrive, en fait, de ce que le passé nous a légué, en particulier le patrimoine bâti. Ensuite, je vais avec la foresterie, la chasse, puis je finis avec une ouverture vers une réflexion sur ce qui va arriver des villages dans l'avenir, là. Parce qu'on est dans une réflexion existentielle, là, je pense, en ce moment. Là. En fait, c'est tout un mode de vie et puis une petite mini-société que tu analyses. Là. Ouais. Moi, je comme Perrault a analysé les gens de l'île aux Coudes. C'est en plein ça. Perrault, je suis allé en cinéma parce que j'ai découvert Pour la suite du monde. Les premières minutes du film, quand t'entends la turlute de Grand Louis, je me suis dit, là... on est ailleurs, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est ce genre de cinéma-là, il est fascinant. Il fait de la poésie avec la parole des gens. Puis ça, c'est ce que j'essaie de faire, moi aussi. Là. Est-ce qu'il y a effectivement, tu trouves, une culture particulière à ces 7 villages-là, à cette région-là, puis même... il y a une manière de parler, premièrement. Donc là, dans le vernaculaire, des fois, il y a des expressions... qui définit tu sais, c'est comme, mettons, on parlait des low-coudes, eux, ils disent chouiner, mettons, pour jaser. Par chez nous, il y a des mots, il y a des expressions qui vont définir cette micro-société-là, au fond, là. Rien que par leur histoire aussi, là, leur rapport, en fait, au territoire, disons que c'est, exemple, là-bas, c'est des terres de roche, là, C'est des terres qu'on se demande comment ça se fait qu'ils ont envoyé du monde là, t'sais. On s'entend que quand tu regardes les terres agricoles ici, tu arrives là-bas, tu te dis, ouais, il y a pas mal de tas de roches, là, disons, dans le champ. Tu sais, les tas de roches, c'est quasiment comme des... Comment que mon oncle m'avait dit ça un moment donné? C'est
des monuments des ancêtres, en fait. C'est comme une espèce d'idée, comme des monolithes en Bretagne, mettons. Il y a un nom là-bas, là, mais... Les digues de roche ici. C'est quasiment ça. Là. Mais à la base, c'est vraiment un projet qui vient de la MRC de Lillet. Là. T'sais, moi, ils m'ont approché parce qu'ils m'ont dit... ils m'avaient demandé si j'étais intéressé à embarquer pour un projet de développement culturel, mettons, sur l'idée de la culture des Hauts. Moi, j'ai tenu mon bout là-dessus en me disant qu'à un moment donné, la culture, c'est la réflexion à part de là, c'est quoi la culture, t'sais? La culture, c'est une mère qui chanson. Là, je cite un cinéaste, mais c'est une mère qui fredonne des chansons folkloriques à ses enfants. C'est plein de choses, la culture. C'est pas juste la culture avec le grand... T'sais, moi, je dis la culture, c'est la chasse. Un gars qui cale l'ornial dans le bois, il est en train de me faire de la culture, là. Tu sais, il a tout un habitat, il est tout habité par un territoire, mais par ses ancêtres aussi. Il a appris ça de son père. Il incarne un savoir-faire. Il y a tout un rapport là-dedans qui est incarné. C'est pour ça, le territoire de l'âme. Là, je parle, mettons, du gars qui cale l'ornial, mais tu sais, le personnage que j'ai choisi, c'est mon cousin. Puis il est incarné par tout son grand-père, son père. Il a tout appris ça par eux autres, d'aller dans le bois chasser son ornial. Ouais, il y a une scène dans ton premier épisode qui est très frappante où on voit ton cousin, c'est ça, qui il bûche un vieil érable. Ah, ça, c'est mon frère. Et il cherche à trouver les cicatrices des entailles que le grand-père a fait. Ça, c'en est une. Dotée de 40 ans, certains. Là, elle est haute, c'est la troisième bûche. Ça, cette scène-là, ça m'est venu parce que l'année d'avant, on l'a bûché dans l'érablière. Ça se trouve être l'érablière à mon arrière-grand-père. Puis on fait les sucres encore à Chaudière, nous autres, comme dans le temps. Hein. Puis là, ça a donné qu'il fallait abattre un érable. Puis en regardant la souche, il s'est mis à... Là, c'était vraiment une situation, moi, je trouve de la poésie. Là, tu essaies de trouver l'âme de... Tu trouves tes racines dans un érable en voyant les entailles de tes ancêtres. Il y a de quoi de poétique là-dedans. Puis je me suis dit, ben, le mec, on la refasse l'année d'après, je vais le filmer. Puis ça a donné que ça a marché, mais l'autre d'avant était encore plus belle parce qu'on voyait encore mieux les entailles, vraiment. Là. Les 7 villages en question, est-ce que tu pourrais les nommer? Oui, ben, ça commence maintenant, si on part par la 204 de Saint-Jean-Port-Joli en montant. Il y a Tourville, qui était, en fait, c'était là que le train passait, aller jusqu'aux années 60. Là. Le 20e siècle, s'est développé, ce village-là s'est développé par le train, en fait. Surtout par cette ligne de chemin de fer-là qui se rendait jusqu'au Nouveau-Brunswick. Fait que là, tout le haut pays, le bois, souvent, allait embarquer sur ces trains-là. Les moulins étaient proches du train aussi. Puis ça, c'est Tourville, vraiment, qui s'est développé. Après ça, c'est Sainte-Perpétue, mais lui, c'est le plus vieux village. Sainte-Perpétue, autrefois, il commençait à la route Arago, qui est aujourd'hui à Saint-Damas, puis qui allait jusqu'au fleuve Saint-Jean, de l'autre côté de la frontière américaine. Mais cette partie-là, entre la frontière actuelle puis le fleuve Saint-Jean, a été perdue parce que les Américains, dans un traité, c'est ça. Ils ont réussi à avoir cette partie de territoire-là qui est quand même 20 km après Saint-Pamphile. Sainte-Perpétue, ben, c'est ça. Ça, c'est le plus vieux des villages. Sainte-Perpétue. Sainte-Perpétue. Parce que les premiers colons qui sont arrivés, dont mon ancêtre Bois, du côté maternel, c'est le premier colon qui est débarqué d'un haut là, en 1862 sur la côte des Bois. 1862, ça m'a étonné beaucoup parce que j'étais sous l'impression que c'était des villages qui s'étaient ouverts après la crise en 1930. Mais c'est tout le contraire. C'est comme je te disais. Dans les années 1860. Ben, t'as pas tort quand même, parce que c'est vrai que 2 villages se sont faits par la crise économique de 29. Là. Ils ont rouvert des terres à colonisation, dont le Mont-Village, Sainte-Félicité, puis Saint-Omer, qui ont été ouverts vraiment là, pour sortir un peu dans la misère, parce que là, ça allait pas bien du tout dans les années 30. Disons que la misère était grande, puis ils se sont dit, on va redonner un dernier élan de colonisation pour que les gens puissent... pour permettre aux gens d'avoir un bien, en tout cas, ou du moins de manger. Là. Puis ça, c'est vrai, il y a 2 villages, mais dans l'ensemble, c'est vraiment l'élan colonial des années du 19e siècle. Là. Mais ça,
on est très peu conscients de ça, là, les Québécois, que dans les années, à partir des années 1830, toute la période des Patriotes, même ça a été une des revendications des Patriotes, il n'y avait plus de terre pour les jeunes Québécois. Les seigneuries étaient pleines au bord du fleuve. Et toutes les belles terres à l'intérieur, dans le sud, canton de l'Est et tout ça, avaient été données là, des royaumes à des loyalistes américains qui avaient déménagé ici parce qu'ils voulaient rester fidèles au roi d'Angleterre. Mais ils accaparaient tout. Là. J'ai vu même qu'un Britannique là, avait reçu tellement grand de terre qu'on aurait pu établir 150 colons québécois là-dessus. Tu sais. Ah ouais. Alors, les gens se sont trouvés coincés, puis plus de place où aller. Tu sais. Non, ici, moi, ce qui est arrivé, c'est que mes ancêtres, à un moment donné, ils ont manqué de place, puis ils leur ont donné le choix entre s'exiler au Saguenay, dans le coin où est-ce que Louis Aymon a écrit Maria Chapdelaine. C'était Péribonca, Dolbeau, Mistassini, ce coin-là, dans le haut du lac Saint-Jean. Là. Puis il y avait le choix entre ça ou aller derrière les monts Notre-Dame, qui appellent là, la ligne, moi je l'appelle le mur des Appalaches. Puis tu tombes dans le plateau, puis tu t'en allais vers la frontière américaine. Puis eux autres, ils ont choisi d'aller là parce qu'ils étaient plus proches de leur famille, leur souche, puis ils étaient plus proches du fleuve. Ils voulaient pas trop traverser non plus, s'exiler trop loin. Puis en même temps, ça a bien fait que cette vague-là rentre là, parce que ces terres-là auraient tombé aux Américains s'ils n'avaient pas envoyé de colons non plus. Oui, ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont envoyé sur des terres de même, de roches, mais ça permettait aussi de maintenir un pouvoir sur ces terres-là. Sinon, les Américains, ils ont quand même voulu descendre la frontière au fleuve. Ensuite, ça a été la ligne de partage des eaux à Sainte-Perpétue. Puis là, au final, ça a été Saint-Pamphile là, qui ont repoussé, mais sinon, là, on aurait quasiment été américains. Il y en a aussi qui sont allés, ça j'ai pu le voir quand j'ai travaillé en Gaspésie avec des gens là-bas. Il y a beaucoup de gens de la Côte-Sud qui sont allés s'installer en Gaspésie, Grande-Vallée, tous ces coins-là, là, Rivière-Madeleine et tout ça. Et il y en a un nombre énorme qui sont partis aux États-Unis. Oui, chez nous. Parce que, écoutez, c'est absolument terrible. Là, mon arrière-grand-mère, moi, en exemple, moi, mon arrière-grand-mère, elle a quitté, elle a grandi aux États-Unis, dans le Massachusetts, dans le coin de Lowell, là, le village de Jack Kerouac, la ville plutôt. Là. Elle a grandi là, mais elle est revenue s'installer dans mon village, là, parce qu'elle était tombée en amour avec mon arrière-grand-père. Parce qu'il y a toute une histoire là-dedans, là, mais elle a grandi. Il y a eu à peu près 1 million de Québécois qui ont quitté. 1 600 000, je voyais, là, en l'espace de même pas 100 ans, là, une cinquantaine d'années. C'était à un moment donné, là, en 1930, on dit que 1/3 des Canadiens français étaient à l'extérieur du Québec. C'est absolument... c'est une saignée assez intense de la démographie, en fait. Là. Ça a fait mal, ça, par contre, parce que on a eu quand même un siècle avant de se remettre, je pense, à quelque part. Cette hémorragie-là. Ça a été la Révolution tranquille qui a ramené les choses en place. Là, là on manque encore de main-d'œuvre. Là, c'était un autre sujet, ça. Tu tiens beaucoup à dire que tu veux faire... du cinéma direct, un peu comme faisait Pierre Perrault. Et ça, peut-être ce serait fun que tu nous expliques qu'est-ce que c'est le cinéma direct. Parce qu'effectivement, dans l'épisode que j'ai vu, là, de ton premier épisode, que tu fais parler beaucoup les gens. Et c'est un langage terrible. Hein? C'est un langage terrible. Hein? C'est dur, le langage des femmes, là, des vieilles madames là, qui ont élevé des familles dans ces conditions-là et tout ça. C'est que dans le cinéma direct, il y a comme une volonté de cueillir dans le réel des fruits de poésie. Tu sais. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, en tout cas, c'est sûr que c'est toute l'école de Pierre Perrault qui m'a le plus influencé, mais en général, le direct, c'est une observation de quelque chose. Tu peux créer une mise en situation. Comme exemple, la pêche au marsouin à l'île aux Coudes, c'était quand même, ça n'existait plus depuis 1924, mais ils l'ont recréé. Il a comme recréé une essence autour de ça, puis les gens ont embarqué dans ce projet-là, puis il a filmé ça.
Mais c'est un peu ça, le cinéma direct, c'est de créer soit tu fais une mise en situation, ou bien tu fais juste observer quelqu'un dans une action. C'est comme mon frère qui bûche l'érable. J'ai quand même pas demandé de bûcher l'érable. Ouais. Il la bûchait de toute façon, puis j'ai filmé, puis là-dedans, ben, je pose des questions, parce que dans ma tête, je sais très bien où est-ce que je veux m'en aller avec mon idée, t'sais. Puis quand je m'en vais à monter, ben là, je sais que je vais chercher je réécoute toutes mes takes, puis je sais là-dedans qu'il y a telle place, la madame a dit telle chose qui résonne avec l'autre. Et là-dedans, ben, c'est comme si tu écrivais, en fait, une histoire, mais avec de la parole puis de l'image. Ouais. Oui, le matin, comme là, puis tu sais, je suis content, hein, tu sais. Je peux pas dire comme le gars, comme il lève pas de reculons. Hein. J'ai passé entre la boîte à mal puis elle. Je suis pas capable d'arrêter, là. Une chance qu'elle était bon pour passer entre les deux. Elle a passé celui-là, peut-être j'en ai passé mon genre, lui qui l'a. Ben, ça, c'est des industries. Moi, c'est pour ça que j'ai lâché. La santé et tout. J'essaie jamais de. Mettons que quand je fais du tournage, j'essaie pas de reprendre ce qu'il me dit. C'est moi qui m'organiserai avec la take à la fin pour essayer de trouver, tu sais. Là, des fois, je découpe dans ce qui est dit. Tu sais, des mots, je peux l'enlever parce que j'essaie de faire le plus possible pour que ça se tienne. Hein, mais... C'est dans ce sens-là que je dis que j'ai trouvé ça dur, parce que ces gens-là parlent de la vie qu'ils ont menée, puis qu'ils veulent continuer à mener, les plus âgés. Puis c'est pas simple, c'est pas facile. Non, hein. mais la madame, sûrement que vous parlez, c'est la tante à ma mère, c'est ma tante Eliane. Elle parle dans l'épisode 1 qu'elle a vu des gens se faire embaumer à la maison. Là. C'est quand même assez trash. Ouais. On s'entend que le mari est obligé de vider sa femme de sang parce qu'il n'y avait pas de médecin à l'époque. On était dans le fond d'un rang l'hiver, puis il fallait qu'elle jete le sang dans le fond du champ. Elle se rappelait de tout ça, mais on est quand même au début du 20e siècle. Là. C'est ça. C'est quand même assez intense. Ouais. Là, je pense que tu portes un autre projet, là, encore plus gros, plus énorme. Tu vas peut-être être comme ta signature comme cinéaste. Tu veux t'attaquer à toute la tradition de la pêche à l'anguille, et entre autres avec les porteurs de cette tradition-là qui sont à Rivière-Ouelle, beaucoup. Il y en a un peu ailleurs aussi, mais ceux de Rivière-Ouelle sont particulièrement conscients de ce dont ils sont l'héritier. Ouais. Mais oui. Peux-tu nous en parler? Parce que Rivière-Ouelle, c'était un centre de pêche... même du marsouin, et puis il y avait une usine d'huile de marsouin à Rivière-Ouelle et tout, tu sais. Ben à la base, en fait, c'est que ça fait longtemps que je m'intéresse à la pêche à l'anguille. Là. Depuis mon cégep à la Pocatière, les pêches à l'anguille me fascinaient parce que... C'est des pêches à fascine, justement. Ouais, puis ça résonnait avec le film de Perrault, puis là, je me disais, aïe, c'est bien... Il y a quelque chose, je trouvais, de poétique du pêcheur qui part avec son filet, qui va ouvrir ses coffres. Il est en plein milieu du fleuve, tu sais, il y a une relation. Nuit, à marée de la nuit, de marée le matin. Il y a quelque chose que je trouve que c'est la relation, c'est une des dernières, je trouve, relations de l'homme et le fleuve. C'est de même que je le vois, mettons, pour la pêche en anguille, mais la pêche à la fascine, c'est la même chose. Le capelan, ça ressemble un peu à ça. Mais pour moi, l'anguille, c'est vraiment une relation de l'être humain avec le fleuve Saint-Laurent. Puis c'est ce que je voulais. J'ai toujours rêvé de vouloir faire un film de cinéma direct avec ça. Quand l'anguille est ici, comme là, on sait qu'elle est ici, là, que c'est quand on a du vent qu'elle colle au bord. Elle se fait brasser au large, puis elle colle au bord. Okay. Puis elle rentre dedans. Regarde ici, dans la pêche, ici, là, j'en avais 40 hier matin. Là. Puis là, regarde, aujourd'hui, il n'y a pas l'air d'en avoir. Hier soir, j'en avais 17. Quand tu arrives ici, là, c'est comme pour s'habituer à l'eau salée avant de rentrer dans l'océan. Fait qu'elle va niaiser ici, puis si elle se fait pas brasser, là, elle va rester couchée dans le fond, puis elle va attendre d'être acclimatée à l'eau salée avant de continuer. Et là, j'ai comme un filon parce que je voudrais, comme pour ma série, le premier épisode résonne avec un vieux film du cinéma direct qui était Télésphore Légaré. Là, j'aimerais faire la même chose, mais avec Pour la suite du monde de Perrault, parce que je vais partir dans un mois à peu près
ils retendent symboliquement la pêche au marsouin à l'île aux Coudes. Ah oui. Fait que là, je raisonnerais entre les pêcheurs d'anguilles de Rivière-Ouelle et les pêcheurs d'ancienne pêche, ben Pierre Perrault à l'île aux Coudes, parce que les pêcheurs de marsouin de Rivière-Ouelle sont des descendants des pêcheurs d'anguilles de Rivière-Ouelle sont des descendants de pêcheurs de marsouin. C'est ça. Dont surtout les Lisotte, en fait, le Pierre Lisotte, c'est la lignée, l'ancêtre Lisotte, qui est aussi l'ancêtre commun de Simon Beaulieu, un autre pêcheur. Ce personnage-là est le dernier pêcheur de marsouin, en fait, qu'ils disent. Donc, c'est ça. En tout cas, il y aurait comme une connexion entre les deux rives du fleuve, entre l'île aux Coudes, Rivière-Ouelle. Et j'appellerais ça comme une résonance d'un fleuve. Là. Ça serait mon titre de travail s'appelle de même pour l'instant. Je résonne aussi avec Pierre Perrault, ce serait ça mon idée. Mais là, Ça te donne l'idée, là. Ça fait 60 ans, ça te donne l'idée de mon nom. Quand même, vous dire mon nom est là, hein. Mais c'est quand même le fun, tu sais. C'est tous des beaux souvenirs que ça s'oublie pas, là. Tu peux pas oublier des affaires comme ça. C'est notre patrimoine à l'île. C'est un vieux patrimoine, mais c'est un bridel. Nos ancêtres ont passé là, puis faut pas oublier. Faut pas oublier ça. Faut continuer. Faut que les jeunes continuent à embarquer aussi, hein. Nous autres, ou à Chèvre, là, moi je suis rendu 82 ans à l'automne, on ne restera pas une éternité sur la Terre, là, tout le monde part. Mais il faut que ça continue. Oui, la suite du monde. Notre suite, puis la suite des jeunes qui y ont embarqué. Il ne faut pas oublier ça. Ah, ouais. Wow! On l'a senti rentrer, là. Ouais. Ouais. On va faire comme tantôt, on va soigner un petit peu de main pour faire le petit chemin. Ah oui, elle rentre. On rappelle! Hey! OK, go! C'est bon? Non, attachez. Attaché? Attaché, rentrez. OK. Ah ben oui. Ouais! Es-tu un poète, finalement? j'écris de la poésie, des fois, ouais. Ah oui, t'écris de la poésie? Ouais, un de mes films de l'INIS, c'était un poème, en fait, que j'ai fait. Que j'ai narré, mais j'en écris, tu sais, j'en publie pas, là. Je garde ça pour moi souvent dans mes coffres, mais ouais, ça m'arrive, ouais. Mais ce texte-là, c'était vraiment... c'est le seul poème que j'ai travaillé comme film, là. Ben, ça serait ça mon idée du fleuve avec l'anguille, ouais. C'était un projet qui me tient depuis longtemps, là. J'ai déposé au Conseil des Arts, faut se croiser les doigts pour que ça marche, là. Ah, il faut. Ouais. Parce que je pense que les gens les anciens habitants de la Côte-Sud puis du Bas-Saint-Laurent ici, ils vivent tellement avec le fleuve qu'ils se rendent plus compte de l'importance du fleuve dans leur vie. Il y a l'idée de la carte postale qui finit par embarquer avec le fleuve. Tu sais, si on le voit plus à un moment donné qui est Mais là, il y a tellement de nouveaux venus qui s'installent dans le Bas-Saint-Laurent. Et moi, quand je suis arrivé en 75, puis j'ai eu la chance d'acheter une ferme, un des derniers qui a eu cette chance-là, au bord du fleuve. Ouais. Tu sais, j'ai cultivé en me promenant sur mon tracteur vers le fleuve, puis vers la montagne, puis tu sais, j'en revenais pas, tu sais, puis je le dis souvent encore, l'identité, la signature de la Côte-Sud, du Kamouraska, c'est le fleuve. Ouais. C'est le fleuve, il faut le retrouver. Tu sais. C'est la veine du pays, tout le fleuve. T'sais, si on le voit, mettons, dans un délire plus poétique, il reste que le fleuve. Moi, des fois, je le vois comme l'essence du pays. Toute la question du pays arrive souvent pour moi, là, parce que il y a eu aussi une quête politique là-dedans. Là. On se cachera pas que le pays envoie vers une lutte politique. Mais le pays est toujours à définir, pour moi, parce qu'il n'existe pas encore. Fait qu'il faut trouver les signes qui le nomment, le pays. Puis le fleuve, en fait, pour moi, je pense que c'est l'essence même de tout ça. Là. Tout est relié autour de lui. On dit souvent que toute la poussée qu'il y a eu de nationalisme au début des années 60, 70, ça a été porté beaucoup par les artistes, par les chansonniers et tout ça. Parce qu'il n'y a pas de révolution politique
sans une révolution de l'art. culturelle. Tu sais, de retrouver quelque chose qui nous inspire, qui nous Ben, on s'est redéfini, tout, comme peuple. Tu sais, à partir de la Révolution tranquille, on a cessé d'être Canadien-Français, puis on s'est commencé à se nommer Québécois. Tu sais, on leur a défini ce qu'on était collectivement. Puis ce changement de paradigme-là collectif, il s'est fait grâce aux artistes aussi, je pense. Mais là, il faut un peu refaire le travail, là, parce qu'entre-temps, le libre-écéchange est arrivé, les multinationales, les médias Internet, les TikTok, les Tic-Tac et tout. Et là, on est comme perdu, là, on a comme perdu à la veine. Là. Ben, moi, j'ai l'impression que, tu sais, quand t'entends je nommerai personne, mais des politiciens dire les Québécois sont ailleurs, mais ils sont où, les Québécois, au juste? J'aimerais bien le savoir, moi, là. Parce que c'est bien beau de dire qu'ils sont ailleurs, mais je pense qu'on sait plus ce qu'on est de tout court. Tu sais, collectivement, on n'a pas de... Si on n'est pas capable d'avoir un but, ben, tu sais, une collectivité, c'est comme un village. Tu sais, on parlait tantôt, tu sais, on est en plus large de Québec, mais les villages d'où je viens sont appelés à se redéfinir existentiellement parlant. Puis, tu sais, des fois, c'est du microcosme au macro, mais ça va être ça aussi, le Québec. Il faut se redéfinir. Et du moins, essayer de penser à ce qu'on veut faire pour l'avenir, pour la suite du monde. C'est comme disait Pierre Perrault, là, mais il faut réfléchir à tout ça, je pense. L'âme de la Côte-Sud, c'est quoi pour toi, là? On va finir avec ça. L'âme de la Côte-Sud, monsieur... Territoire de l'âme. C'est quelqu'un qui est enraciné... En fait, c'est quelqu'un que son terrain, son village ou son lot forestier ou tout ce que tu voudras devient un royaume sur lequel il est roi et maître. C'est un homme indépendant. Ouais, il y a quelque chose dans l'indépendance qui fait partie de tout ça. C'est qu'il y a l'ouverture. La Rive-Sud, c'est un espace ouvert, lumineux. Ouais, il y a de la lumière, c'est sûr. Là. Mais je pourrais ça de même. Peut-être bien quelqu'un qui est enraciné profondément sur un bout de terre qui définit comme royaume. Mais ça, on peut voir ça dans plein de régions, je pense. Mais ici, ça peut être ça aussi. Entre le fleuve et les montagnes, là, mettons. OK. Ben, je te remercie beaucoup, Samuel. C'était magnifique. Puis on va attendre ton chef-d'œuvre. Ben, merci à vous. Merci. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine où je recevrai un autre invité ici chez moi.